Alors Florent Ménégo nous a parlé en ouverture d'un foisonnement de l'offre, d'un foisonnement de la concurrence, de la nécessité d'aller plus vite, d'aller moins cher en même temps. Tout ça aboutit sur un monde beaucoup plus complexe, même s'il nous a parlé de complexité, mais il nous a dit qu'on n'en était qu'au tout début. Beaucoup plus complexe, et donc beaucoup plus complexe de prévoir. Alors je vous rassure, il n'y a pas que chez vous. La reine d'Angleterre avait plongé toute la profession des économistes dans un profond désarroi en visitant la London School of Economics fin 2008, quand elle leur avait demandé, après la terrible crise engendrée par la faillite de Lehman Brothers, mais pourquoi n'avez-vous pas su prévoir? Donc les économistes ont ensuite passé des années à essayer de répondre à cette question. Donc vous n'êtes pas les seuls à être dans un environnement plus complexe et plus imprévisible, mais évidemment pour l'activité de supply chain, ça rend évidemment l'action beaucoup plus compliquée, avec derrière des transformations fondamentales, le passage d'une société de masse à une société individualisée qui change complètement la donne. Pierre Mercier nous a répondu en disant que la prévision, ça allait devenir beaucoup plus simple, je schématise, avec l'accès à l'information et les algorithmes. Et on va clairement être dans cette table ronde sur le fait de dompter l'incertitude et non pas les coûts de l'incertitude. Et donc, comment est-ce qu'on peut prévoir face à un consommateur qui change de plus en plus vite et des donnes qui deviennent de plus en plus complexes. Donc, je voudrais qu'on ait une discussion en trois temps. On va d'abord parler du passé, même si vous voulez tous parler de ce que vous faites de nouveau et d'intéressant, mais comment vous avez prévu jusqu'à présent. Ensuite, évidemment, ce qui change. Et puis, le dernier point qui est peut-être le plus important, qui est ce que ça implique dans l'entreprise et aussi dans les relations avec les partenaires. Et c'est des bouleversements qui sont peut-être finalement encore plus importants. Donc d'abord, jusqu'à présent, comment est-ce que vous avez prévu? Je vais d'abord demander à Jean-Paul Guichard comment ça s'est passé. Je suis là. Pardon. Oula. Bonjour. Je pense qu'on a tous été en situation de mettre en place un processus de prévision de vente, effectivement avec souvent voire même tout le temps des historiques. On travaille sur des séries passées. Je pense que de grands mathématiciens nous ont créé des modèles mathématiques, certains qui datent de près de 100 ans. On connaît les séries de Fourier, d'autres sont venus un peu plus évoluer derrière. Et l'idée étant d'utiliser au mieux ces données passées pour essayer de les reproduire et potentiellement de les projeter. Également, un autre point, il y a quelques années, je me souviens, en tout cas, les prévisions de vente, on les faisait souvent à la maille mensuelle. Puis on s'est dit, peut-être, effectivement, la maille n'est pas assez, je dirais, pertinente. On est passé à des mailles plutôt hebdomadaires. C'est à date ce que l'on fait. On parlera du futur plus tard. Mais donc le passé ou voire même le présent des prévisions de vente chez nous, c'est ça. Merci. Alors, Monsieur Regnault, avec vous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que chez PepsiCo, puisque vous avez du frais et que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Vous êtes dans donc à Gros Mousquetaire, pôle industriel, dans un groupe qui fait de la distribution, mais vous ne fournissez pas seulement les enseignes du groupe, et vous avez évidemment une variété de produits très grande. Vous faites beaucoup de viande, mais vous avez aussi des boissons, vous avez des surgelés, vous avez de la charcuterie, vous avez de la boulangerie, donc une variété extrêmement grande. Une nécessité de la prévision, comment est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, au-delà de ce qui était expliqué? Oui, alors effectivement, à Gros Mousquetaire, c'est 64 usines, et donc avec des activités complètement différentes, comme vous le disiez. Et c'est vrai que souvent on dit le passé est garant de l'avenir, mais je crois que cet adage aujourd'hui, et surtout pour nous dans notre secteur, est complètement dépassé, parce qu'on a affaire à des offres concurrentielles de plus en plus importantes. Nous, on est confrontés aussi à des produits qui sont à la fois saisonniers, mais aussi météo-sensibles. Et donc, ce qui fait que jusqu'à présent, on faisait d'abord des prévisions dans chaque usine, bien évidemment en essayant d'analyser le
le passé, parce que le passé nous donne quand même une certaine vision, et tout en essayant de travailler aussi sur les interactivités en fait, de tous ces événements en fait, qui se déroulent. Donc pour nous, ça a été, avant qu'on se transforme, ça a été effectivement de la prévision papier, voire sur Excel, où on analysait, pas forcément en fonction de la nature des flux, mais en fonction du passé récent, pour essayer de construire effectivement des prévisions les plus justes possibles, sachant qu'une prévision, par définition, est toujours fausse. Et donc l'objectif, c'est effectivement de la rendre la plus fiable possible. Donc voilà. Donc c'est vrai que depuis, alors on va en parler après, mais l'idée, c'est effectivement, de voir comment on peut mieux rassembler les gens effectivement autour de cette prévision, faire en sorte de pouvoir partager, je dirais, une vision commune. Parce que vous savez que nous, on travaille de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'on va chercher, effectivement, je prends pour la viande, les bêtes, on choisit les bêtes effectivement dans les élevages pour effectivement faire en sorte qu'ils aient le produit le meilleur en fait dans leur assiette. Donc ça veut dire qu'il y a toute une complexité, et donc il faut pouvoir effectivement analyser sur toute la chaîne de la valeur l'ensemble des différentes composantes pour que, in fine, on puisse être au rendez-vous. Et c'est vrai qu'on a... notre principal client, c'est notre cousin, donc qui est Intermarché, certes. Il a, si vous voulez, l'adhérent qui est le propriétaire d'Intermarché, eh bien, il a besoin d'avoir son produit effectivement tous les jours. Et je dirais qu'on a trois raisons en fait pour bien le servir, parce que c'est à la fois, je dirais, notre client, c'est notre employeur et c'est notre actionnaire. Donc je veux dire qu'on a un challenge énorme. Voilà. Merci Bertrand. On va aller dans un troisième secteur avec une entreprise très différente des deux premières. Avec vous, Stéphanie Roth. Donc LVMH, on dit que c'est le géant du luxe, mais derrière, il y a une foule de produits qui sont complètement différents, avec des rythmes qui sont différents, avec des cycles qui sont différents, avec des réseaux qui sont aussi complètement différents. Alors d'abord, peut-être un petit mot, parce que vous n'êtes pas directement en charge d'une supply chain, pour nous dire exactement ce que vous faites chez LVMH. Bien, bonjour à tous, un plaisir d'être là ce matin avec vous. Donc, moi, mon rôle, il est vraiment en support des organisations opérations, des maisons du groupe LVMH. Le groupe LVMH, c'est plus de 75 maisons dans 5 secteurs d'activité qui sont effectivement très différents. Et 5 secteurs, c'est sans compter l'hôtellerie et c'est sans compter la presse. Donc, en fait, il y en a plus que ça. Et donc, nous travaillons sur différents sujets qui peuvent intéresser nos maisons, soit de manière individuelle, des projets d'organisation, de transformation, des notions d'optimisation, et également sur des sujets qui intéressent plusieurs de nos maisons, donc plutôt une réflexion d'intelligence collective pour faire bénéficier chacune d'entre elles finalement de ce qui s'est déjà passé ailleurs dans le groupe. Et donc sur ces thématiques-là, évidemment, on va toucher, on l'a évoqué tout à l'heure, des approches d'optimisation, tout ce qui peut toucher au 4.0 par exemple. On a évoqué la Smile, c'est quelque chose qui nous trotte beaucoup dans la tête en ce moment, on en a parlé. Et puis on évoquera aussi des approches, des philosophies demand-driven, enfin voilà, il y en a beaucoup. Donc, alors, jusqu'à présent, voilà, les activités comment se sont faites les sont prévisions très très différentes. On imagine déjà qu'on a certaines de nos maisons qui ont cette chance d'être intégrées jusqu'au bout, puisqu'elles ont leur propre retail. Donc effectivement, en termes de données, de clients, elles ont l'information en direct. Et puis aussi beaucoup de nos maisons qui sont en réalité en B2B, donc qui n'ont pas accès directement à l'information aux clients. Et jusqu'à un temps, j'ai envie de dire pas si lointain, finalement, le monde n'était pas si incertain. Les assortiments étaient moins compliqués. Même dans les maisons fashion, on pouvait avoir effectivement une part de permanent relativement importante. Donc l'activité de prévision elle-même avait évidemment moins d'enjeux, moins de difficultés. Et j'ai envie de dire, faite de manière assez traditionnelle, on retrouve les notions effectivement d'utiliser le passé pour prédire l'avenir, de travailler finalement avec peu de données, de travailler finalement de manière
pas très collaborative, puisque que ce soit à l'intérieur de l'entreprise où parfois la supply se disait j'ai tout pour conclure, donc je vais faire moi-même les prévisions. Que ce soit entre le local et le central, on se dit finalement en centrale, on sait bien ce qui se passe en local. Et que ce soit évidemment, et ça c'est encore la grande question aujourd'hui, le collaboratif avec l'écosystème, avec les clients, quand on est en B2B, de réussir effectivement à travailler ensemble cette activité-là. Donc voilà. Donc on part de là, hein, grosso modo, et aujourd'hui on se pose toutes les questions, que ce soit en termes d'organisation, de collaboration, et puis évidemment de raffinement de calcul, de nouvelles techniques qui peuvent aussi nous aider dans ces techniques et dans ces calculs, et puis tout ce qu'on peut faire avec la donnée partagée. C'est l'une des choses qui m'a surpris en préparant cette journée. Moi, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais c'est de voir qu'effectivement, en entreprise, il y avait des prévisions à des endroits très différents et qui ne se parlaient pas forcément les uns aux autres. Et voilà. Petit rapport d'étonnement. Manuel Davy, donc, vous dirigez VK, c'est une entreprise qui aide les entreprises à faire des prévisions. Hein. Donc vous avez un passé de chercheur, vous êtes dans le machine learning, vous êtes passé par l'INRIA. Donc vous avez une expertise très, très solide sur le sujet. Avant de nous parler des nouveaux outils, je voudrais simplement que vous fassiez un petit constat sur vos clients quand vous arrivez. Qu'est-ce qui vous surprend sur la façon dont ils font leurs prévisions ? Alors, on rejoint tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Effectivement, on va voir beaucoup d'Excel et probablement des Excel différents dans des secteurs différents de l'entreprise qui ne communiquent pas entre eux. Et puis, un rôle autour de la prévision qui n'est pas complètement toujours bien défini. C'est-à-dire qu'il y a des rôles autour de la création des prévisions, un rôle autour de leur communication et un rôle autour de leur valorisation. Et souvent, un des axes clés de la mise en place de systèmes de haute technologie comme on peut fournir, c'est de commencer par un travail sur les rôles. Parce que des méthodes, y compris l'intelligence artificielle, viennent évidemment bousculer tout ça. Et c'est là où se trouve un petit peu le sujet clé, je dirais, dans le passage à des prévisions de plus haut niveau. Merci. Alors, après ce constat, on va voir maintenant ce qui change, et ça va devenir plus excitant, mais il fallait même poser les bases. Stéphanie, qu'est-ce qui change dans les dispositifs de prévision ? Qu'est-ce que vous faites remonter que vous ne faisiez pas remonter avant ? Qu'est-ce qui va être possible demain aussi ? Alors, on va dire ce qui est en train de changer. Je pense que je rejoins monsieur, l'un des premiers points, l'une des premières réflexions, c'est l'organisation autour des prévisions. C'est effectivement le rôle de chacun, c'est comment est-ce qu'on interagit au sein de la maison avec les sales, avec le marketing, avec la finance, au niveau local, au niveau central. C'est toutes ces routines-là, et autant que faire se peut, lorsqu'on n'est pas intégré, en ayant effectivement une approche collaborative avec des clients, les clients. Donc c'est vraiment toute cette réflexion finalement humaine, organisationnelle qui est clé de pouvoir aujourd'hui repenser, optimiser, porter très haut. Ensuite, il y a de quel type de données on dispose, et j'ai envie de dire par rapport au premier point, si on est en écosystème collaboratif, on a aussi accès à beaucoup de gens qui ont beaucoup de données et qu'on peut maintenant effectivement travailler ensemble. En 2018, la question c'est pas à qui appartient la donnée, mais c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble de la donnée. Et cette question, elle n'est pas anodine, puisque effectivement, on a encore dans le monde d'aujourd'hui pas mal de gens qui pensent que des données type sell-out, elles se vendent. Voilà, donc on n'en est pas encore à se dire que c'est pas ça le sujet, mais que le sujet, c'est qu'est-ce qu'on a fait ensemble, et c'est ça qui est la valeur intéressante. Donc une fois qu'on a parlé de la donnée, on parle aussi d'approche et de réflexion d'enrichissement. Avant de parler enrichissement, sur la donnée, quelles sont les données nouvelles que vous faites venir, que vous n'aviez pas auparavant, ou que vous espérez pouvoir faire venir? Déjà, à commencer, ne plus parler, plus jamais nulle part de sell in, mais de sell out, tout simplement. Mais c'est beaucoup. C'est-à-dire de la vraie vente au vrai client final. Voilà. Et effectivement, cette donnée, on puisse l'avoir de manière extrêmement rapide et fiable pour l'ensemble de nos maisons, quel que soit leur niveau d'intégration, tout simplement. C'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Ensuite, l'enrichissement. Et ensuite, l'enrichissement, on a des choses qui se travaillent aujourd'hui. Il y a des réflexions dans certaines maisons, effectivement, en termes de machine learning. Donc là, c'est vaste, puisqu'on va aussi réfléchir à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On va aussi voir si ça a effectivement une forme, un pattern qui fait sens ou qui ne fait pas sens. Donc tout ça, c'est des essais. Ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent.
on réussira à trouver effectivement une utilisation. Puis il y a d'autres endroits où on se dira finalement aussi, parce qu'il y a une question de volume, hein, pour faire de la data, il faut avoir de la data. Si on est dans certaines de nos maisons avec finalement des écoulements en volume qui sont pas suffisamment importants et denses pour, alors vous ne serez pas d'accord avec moi, pour pouvoir effectivement transformer, faire des patterns, etc., c'est sans doute en tout cas plus compliqué que là où on dispose de millions de points et sur lesquels il peut se passer en termes de mathématiques quelque chose de différent. Il y a data et data, il y a des données qui sont incomplètes, il y a d'autres qui sont complètes. Voilà, quand on parle de données, je trouve qu'on en parle vraiment souvent de façon indifférenciée. Et il y a évidemment une très grande diversité de données et donc de ce qu'on peut en faire. Bertrand, vous, qu'est-ce qui change? Alors nous ce qui a changé, c'est qu'il y a eu un grand programme de transformation, parce que je vous parlais de ces 64 îlots d'usines. En fait, aujourd'hui, elles sont organisées en filières opérationnelles. Donc on a 10 filières opérationnelles, et ce qui nous permet effectivement d'avoir une vision en fait qui est plus consolidée. Et donc, il y a eu un changement, je dirais, dans l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, avant, chacun faisait sa prévision dans son usine. Aujourd'hui, elle commence effectivement à se faire de façon agrégée au niveau de la filière, et avec, en faisant en sorte en carénant, je dirais, la prévision au travers d'un processus. Tout à l'heure, on parlait du processus des SNOP. C'est vrai que ce n'est pas une grande découverte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement dans la salle qui ont déjà certainement un SNOP qui est déjà mature. Nous, effectivement, on avance petit pas par petit pas. Et donc l'idée, c'est de se dire, la prévision, c'est pas que la supply chain, mais c'est l'affaire de tous dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est de mettre autour de la table effectivement les bons acteurs, le commerce, le marketing, la finance, le manufacturing. Et l'idée, c'est effectivement que la direction générale aujourd'hui soit complètement, et notamment la direction générale de chaque filière, soit vraiment complètement impliquée pour qu'effectivement on puisse trouver le meilleur consensus. Parce que l'idée, c'est quand même, il y a un moment, c'est d'ajuster les opérations industrielles avec les opérations commerciales. Et donc la gestion de la demande, pour nous, c'est vraiment important. Et donc aujourd'hui, on est sur ce programme de transformation où on consolide en fait la prévision au niveau de la filière, et ce qui permet en fait de mieux appréhender la demande de notre client. Et puis elle est drivée aujourd'hui par une logique de flux, puisqu'on a on a du sec et du gel qui est plutôt en flux stocké, et du frais qui est plutôt en flux tendu. Donc quand on est en flux tendu, on est comme dans la photo, ça veut dire qu'on travaille à une maille qui est complètement différente, avec des horizons beaucoup plus courts que lorsqu'on est en flux stocké. Donc voilà un petit peu vers quoi en fait on avance. Alors c'est les premiers pas, mais... Stéphanie parlait de la nécessité de faire remonter le sell-out, les sorties de caisse. Est-ce que c'est fait chez vous? Est-ce que c'est en chantier? Alors c'est effectivement un chantier, parce que bon, on n'a pas parlé de big data, mais c'est peut-être un gros mot chez nous. Mais nous, notre objectif, c'est un moment, c'est d'avoir effectivement les sorties caisses. Et là, on commence à y travailler. C'est d'avoir aussi des données météorologiques, des données touristiques, parce qu'on s'aperçoit que nous, on a des bases logistiques qui sont côtières et qui n'ont pas du tout la même activité l'été que l'hiver, par rapport à des bases logistiques qui sont plus dans le centre de la France. Donc bref, des données touristiques, et puis bien évidemment, enfin, tout ce qui tourne autour, évidemment, la promotion, parce que la promotion chez nous, elle est permanente, enfin à l'époque chez nous, mais elle est permanente chez nous. Donc ça veut dire que derrière, ça a des impacts sur le fond de rayon, donc il faut travailler tout ça. Donc bref. Il faut suivre aussi les promotions chez les concurrents, parce que ça impacte aussi votre... Exactement, et avoir de l'information, de la façon dont se comportent nos concurrents et la façon dont ils positionnent effectivement des promotions, ça a un impact effectivement pour notre planning et derrière pour notre outil de production. Jean-Paul, vous, la météo, le tourisme, c'est évidemment des choses qui vous parlent aussi. Comment est-ce que vous changez votre processus de prévision à partir de davantage d'informations que vous intégrez? Peut-être pour compléter ce qui est dit, donc on s'inscrit évidemment dans le côté le plus collaboratif possible, et pas seulement
à l'intérieur de l'entreprise. On a également accès à davantage de données, et je dirais que peut-être par rapport au passé, en plus de ces deux éléments-là, c'est que l'on passe du passé au présent. Les données de vente passées sont enrichies de données du présent, le stock, les ventes, l'élément météo. Donc ça, c'est le premier en tout cas des grands changements. Le deuxième, c'est le cycle. On parlait tout à l'heure que dans le passé, nous étions au mois, puis à la semaine. L'idée étant de passer à la maille jour, de sorte effectivement à tenir compte du mieux possible des données présentes. Alors vous n'êtes pas dans une entreprise intégrée où il y a de l'industrie et du commerce. Avec le commerce, vous arrivez à passer en mode collaboratif pour faire remonter ces données présentes? Alors peut-être comme Stéphanie, nous avons également les mêmes difficultés, mais parfois aussi certains succès. Donc nos clients ont différentes manières, en tout cas, d'appréhender le sujet. Certains ont compris que d'utiliser ensemble des datas communes pouvait nous permettre d'être plus performants. D'autres sont encore à convaincre, mais on ne désespère pas d'y arriver. Donc, work in progress. Bertrand, comment est-ce qu'il faut organiser les prévisions, les outils? Comment est-ce que vous organisez ça? Oui, je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin, tout le monde est d'accord avec ça, c'est que la prévision, c'est pas que la supply chain, et c'est effectivement le commerce est là pour enrichir la prévision. Donc ça veut dire que, je dirais, c'est la prévision, pour moi, c'est la mise en cohérence, je dirais, d'un triptyque un petit peu incontournable. D'abord, un processus avec des acteurs, ça c'est important. Après, qui est un garant en fait de ce processus. Quand je parle du processus, c'est le processus SNOP. Et puis des outils d'aide à la décision qui nous permettent qui permet en fait aux équipes effectivement d'accompagner et de faire les meilleurs choix. Et donc tout ça, ça veut dire, c'est un processus qui doit se caréner au travers d'un certain nombre d'étapes. Pour moi, j'essaye de le mettre en perspective et de dire, voilà, c'est un processus d'amélioration continue, donc c'est itératif. Ça, on est sur de la prévision glissante, ça revient tous les mois. Et c'est vrai que, en fonction de la nature des flux, eh bien, on va travailler plutôt de la prévision à la maille jour, à la maille semaine ou à la maille mois. Et ça dépend effectivement de la réactivité du marché. Donc je dirais une étape où le commerce en fait et la supply doit se retrouver pour travailler sur les nouveaux produits, les arrêts produits, comment je positionne ma promotion. C'est de regarder aussi un moment après, c'est de transformer cette prévision en prévision d'appro. Et là, c'est avec le manufacturing, et c'est de se dire, est-ce que moi, par rapport à la demande, est-ce que vous avez les capacités en fait de produire? Donc, parce que l'idée, c'est quand même de fabriquer dans le meilleur produit au bon moment, parce que souvent, c'est facile de fabriquer. Voilà. Et là, on challenge effectivement nos usines avec ce qu'on appelle le taux d'adhérence au planning, c'est-à-dire en fait ce que j'ai planifié, est-ce que je l'ai bien fabriqué? Et ça, pour nous, c'est vraiment essentiel. Et puis après, et c'est là où je dis qu'il faut vraiment que les directions générales en fait, des filières et les directions générales d'Agro-Mousquetaires soient vraiment en fait, complètement impliquées en fait, dans ce processus pour que ce processus, ce n'est pas une danseuse, mais c'est véritablement le réacteur en fait, de notre business. Et ça, nous, on le prouve en fait, tous les jours parce qu'on a besoin effectivement de ce processus. Donc on a encore plein d'étapes, on a encore plein de choses à faire. Mais voilà un petit peu comment comment on structure effectivement ce processus pour que ça soit véritablement l'affaire de tous. Donc un process bien défini, un homme orchestre et des outils d'aide à la décision. Alors, les outils d'aide à la décision, Manuel, vers quoi on va? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici qui parlent de la prévision. Déjà, la première chose qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a des prévisions, puisqu'on ne prévoit pas de la même façon quand on prévoit au niveau de la référence par magasin par jour, par exemple dans la distribution, ou au niveau d'une usine. Cependant, il faut de la cohérence verticalement dans toute la supply chain et transversalement. Et donc, il y a un des enjeux qui est aussi d'avoir des outils. Et le machine learning est une réponse à ça pour avoir de la cohérence transverse et verticale. Le deuxième point, c'est... Non, ça, il faut que vous expliquiez. Il ne suffit pas de dire le machine learning apporte...
comment, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi, Alors, pourquoi ça se faisait pas je sans vais machine vous donner learning, des exemples. Par exemple, on a des produits slow movers, par exemple, qui sont vendus dans les magasins. Si on essaie de prévoir cet article en regardant uniquement les ventes de cet article dans ce magasin, c'est quasiment tout le temps 0, et puis 2 fois c'est 1. Donc ça, c'est impossible de faire des bonnes prévisions avec ça. Par contre, quand on mutualise les données de l'ensemble des points de vente et de l'ensemble des produits qui vont lui ressembler, on arrive à avoir une matière prévisionnelle beaucoup plus fiable. Donc ça, c'est au niveau du magasin, donc on voit cette transversalité qui s'exprime. Après, au niveau vertical, quand on fait la somme des prévisions de vente des magasins, et puis des entrepôts, des sorties des entrepôts, pour avoir ce qui va se passer dans les usines, on n'a pas forcément une prévision fiable au niveau de l'usine, parce qu'on va accumuler plein d'erreurs. Et dans l'autre sens, si on part de la prévision de sortie de l'usine, on n'a pas une bonne prévision de vente dans les magasins. Donc il faut aller dans les deux sens. Il faut être capable de réconcilier, et là c'est des statistiques et du machine learning, pour avoir des prévisions qui soient diffusées et de qualité partout. Donc ça, c'est ce qu'apportent les nouveaux outils. Autre chose qu'apportent les nouveaux outils, c'est la prise en compte des données exogènes. Donc on a parlé de la météo, on parle aussi des données de tendance de consommation. Aujourd'hui, on a disponible des données issues des réseaux sociaux qui permettent d'avoir une preview un petit peu de l'impact de certains effets, des éléments de mode ou de certaines ventes. Des connaissances maintenant bien informatisées sur les promotions passées et futures qui permettent de beaucoup mieux impacter les ventes. Et donc à partir de ça, on va pouvoir faire des prévisions de vente, aujourd'hui qui sont de plus en plus probabilisées, pour avoir aussi une estimation fine de la variation qu'il peut y avoir autour de la valeur prévue. Et on va pouvoir injecter cette prévision de vente dans un moteur de calcul de stock qui, lui, va évaluer les différents scénarios les plus probables et choisir la décision d'approvisionnement qui va être parfaitement robuste aux incertitudes et qui va faire gagner le plus d'argent, parce que c'est quand même ça l'objectif. Intéressant. Les réseaux sociaux, est-ce que l'un de vous s'en sert, fonctionne avec ? À venir. Ok. Chantier en cours, donc. Stéphanie, vous avez mentionné déjà la nécessité de travailler de manière beaucoup plus collaborative. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qu'on vienne maintenant sur la façon dont la nouvelle façon d'établir ces prévisions suppose des façons de fonctionner en entreprise qui sont différentes, plus collaboratives. Est-ce que vous pouvez nous raconter des expériences que vous avez vues ? Aujourd'hui, on a différentes approches dans nos maisons et j'ai envie de dire, il faut que les concepts soient là et après chacun s'approprie la manière d'orchestrer les choses, parce que finalement la supply chain, elle est là pour organiser, pour orchestrer, avec les sensibilités qui sont en présence dans les maisons. Donc on va du bottom-up, du top-down parfois. Voilà, le tout, c'est qu'à un moment donné dans ce process, on ait réussi à faire exprimer au bon moment des interlocuteurs en local, au plus proche des marchés, et les fonctions qui évidemment ont un regard tout à fait pertinent. Il y en a pas mal en fait sur le sujet des prévisions. Donc on l'a cité tout à l'heure, et en local également, pouvoir intéresser nos marchés à ce qu'il y ait une activité justement de demand qui soit impliquante avec des sales, avec du marketing, avec de la finance, que ces personnes-là puissent faire leur review, qu'il y ait une synthèse, que ces éléments soient ensuite remontés aujourd'hui en centrale, avec potentiellement dans certaines maisons aujourd'hui un aller et retour qui permettent ensuite de raffiner les choses, et qu'il y ait le bon niveau d'implication ensuite pour que lorsqu'on parlait du SNOP tout à l'heure, donc lorsqu'on a cette maturité d'un process qui permet ensuite d'aller à la synthèse en centrale avec les mêmes fonctions et puis en présence évidemment de l'industriel et puis avec une autorité de décision, on est bien plus impliqué, le même niveau aussi en local. Donc c'est ça aujourd'hui qui est visé. Encore une fois, les nuances qu'on va avoir, c'est que certaines maisons vont être plutôt sur une philosophie, je fais un travail en local qui fait remonter cette information et qui est challengé, et d'autres maisons qui vont avoir une philosophie de se dire je travaille quelque chose effectivement en centrale, toujours avec ces fonctions-là, pour être d'abord en proposition pour le travail qui aura lieu en local. Donc voilà un petit peu ce qui se passe, et clairement la frontière à franchir là, c'est se dire, lorsqu'on parle avec des fonctions internes de l'entreprise, de quelle manière celles-ci ont eu interagi au préalable ou en même temps dans des réunions peut-être élargies avec des interlocuteurs externes, en l'occurrence des clients ou représentatifs des clients. Question avec réponse très courte. Bertrand insistait tout à l'heure sur le fait que ça devait remonter en direction générale.
Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est encore un chantier en cours? C'est quelque chose aujourd'hui qui ne se passe pas majoritairement comme ça, clairement la compréhension, la sensibilité de ce que c'est qu'un processus SNOP, et peut-être que c'est autrement qu'on doit l'appeler d'ailleurs pour pouvoir en parler. Est-ce que quelqu'un a une idée de nom, voilà, beaucoup plus marketing? On va y réfléchir. Mais voilà, les organisations, les maisons dans lesquelles la perception, en tout cas la puissance de ce process, c'est de comprendre qu'effectivement, ceux qui en parlent bien disent finalement c'est l'unique moyen de pilotage du business, et que si on ne travaille pas de cette manière-là, si on ne s'implique pas sur ce processus-là, en réalité, on passe sa vie à faire du post-mortem en fin de mois sur tiens, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier, et le seul moment où on se projette finalement, c'est les activités budgétaires et les réviser. Voilà, donc ceux qui en parlent bien sont capables de dire ça. Après, voilà, à nous, et c'est aussi mon rôle, de porter une meilleure compréhension de cette approche-là, et surtout pas de conclure deux choses. Encore une rien de plus. Voilà. Et puis, deuxième chose, non mais attends, si tu me demandes d'être là, ça veut dire que mes équipes ont un problème d'autonomie. Donc, oui, voilà, donc il faut réussir à se poser effectivement à un autre niveau. Jean-Paul, vous avez évoqué déjà le fait que ce n'était pas facile avec les partenaires d'avoir de l'information en interne pour le fait que les prévisions soient partagées. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Est-ce qu'il y a des blocages? Donc la culture de l'entreprise est très portée à la collaboration. Donc nous avons ce type de processus depuis de nombreuses années. L'enjeu pour nous est plutôt d'élargir le cercle, on en parlait tout à l'heure, et d'élargir le cercle en dehors de l'entreprise, en amont et en aval. Je dirais également de porter un certain nombre d'efforts, non pas sur la prévision seulement, mais de comment gérer l'incertitude. On en parlait tout à l'heure avec l'intervenant précédent. On s'inscrit également là-dessus, à accélérer le cycle de la prévision. C'est aussi être capable d'accélérer le cycle de l'utilisation de cette prévision, c'est-à-dire de revoir beaucoup plus fréquemment les cycles de production, sans doute de revoir les tailles de lot. Donc, je dirais l'enjeu effectivement dépasse largement, je dirais, le fait de produire des prévisions différentes. Bertrand, vous parliez tout à l'heure d'un processus qui est en amélioration continue. Vous l'avez même pas théorisé, mais balisé avec des étapes. Vous pouvez nous dire comment ça s'organise? Oui, alors on essaye de... donc en fait, je dirais il y a quatre grandes étapes. D'abord, il y a un moment, c'est discuter avec le commercial, donc ce qu'on appelle la marketing et commercial review. C'est en fait, en gros, c'est d'échanger effectivement, c'est de dire voilà, vous commerce, vous êtes là pour enrichir notre prévision. Donc dites-nous votre vision en termes de nouveaux marchés, nouveaux produits, arrêt de gamme, promo. Donc ça, c'est la première étape, avec une étape en fait qui est challengée bien évidemment par la fiabilité, la forecast accuracy, et puis la fiabilité de la prévision, et puis le taux de service, parce que chez nous, le taux de service, c'est l'indicateur phare de la maison, donc c'est clair que ça, c'est extrêmement important. Deuxième étape, c'est avec le manufacturing, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la deuxième étape, c'est qu'à un moment, c'est de confronter effectivement cette gestion de la demande, cette vision de la prévision avec la capacité de nos usines à fabriquer. Et là, on challenge effectivement ces réunions par effectivement le niveau de stock, et puis ce que j'appelais le taux d'adhérence au planning, et ça, c'est important. Et puis, il y a un moment, on n'est jamais d'accord. Et donc, pour être d'accord, on a créé, moi j'ai appelé ça s'appelle une réunion de réconciliation. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des points, on ne va pas attendre la fin du mois pour solutionner les problèmes. Et donc, l'idée, c'est effectivement de se retrouver et de voir quels sont les points d'achoppement et comment on peut trouver des solutions. Par exemple, sur de la maintenance, par exemple, sur le positionnement de promotion. Et puis, in fine, c'est la management review. Et c'est là où on défile effectivement l'ensemble des... on fait en clair une revue de performance, si vous voulez, où on décline l'ensemble des indicateurs clés, et on regarde quelle est notre performance, et surtout on trouve un consensus pour trouver, je dirais, la bonne prévision qui soit effectivement en lien avec le budget qu'on a mis effectivement. Voilà. Et là, on revient au niveau direction. Et là, on revient au niveau direction générale. Manuel, en conclusion de cette table ronde, qu'est-ce qui vous excite le plus comme outil pour faire des prévisions à l'avenir?
Les nôtres, ceux de Vecchia. Oui, bien sûr, d'accord. Au-delà. Les outils, c'est 3 choses. Hein. C'est les données qu'on met dedans. Et je passe un message d'ailleurs à ce niveau-là. La donnée, avoir une bonne donnée n'est pas un prérequis pour mettre en place des outils de machine learning, c'est un résultat. Deuxième chose, c'est les nouveaux algorithmes, parce que les chercheurs continuent de travailler et il y a des nouveaux algorithmes qui sortent. On parlait récemment du deep learning et nous, on commence à le mettre en œuvre chez Vecchia. Alors pour la prévision de séries temporelles, c'est plus complexe que pour reconnaître des images, mais on commence à avoir des résultats là-dessus. Et puis au-delà de ça, ce qui est vraiment passionnant, c'est l'interaction humaine qui sont autour de ça, puisque autant la supply chain est au centre des processus d'une entreprise, autant la prévision est aussi au centre de la supply chain et des décisions de la supply chain. Et la capacité à aligner et à faire travailler des acteurs collaborativement autour des prévisions et avoir une explication finalement du résultat, parce que c'est aussi l'un des enjeux, est devenu un sujet absolument passionnant sur lequel nous, on passe beaucoup d'énergie et on accompagne bien nos clients souvent. Le 1% qui n'est pas automatisé, hein, comme disait Pierre, reste absolument crucial. C'est sur cette perspective que nous allons clore cette table ronde. Vous pouvez remercier les panélistes.